valaisan, il est multiple, hein. Il y a valaisan, il y a la valaisanne. Non, le valaisan, le valaisan. Alors, je m'appelle Raphaëlle Luisier, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants en bas âge et je suis chercheuse à l'IDIAP, un institut d'intelligence artificielle qui se trouve à Martigny. Je suis chercheuse, ça veut dire que j'essaye par tous les moyens de répondre à des questions bien précises. Personnellement, j'essaie de répondre à des questions en lien avec l'origine de certaines maladies, des maladies neurodégénératives. Mais pour donner un autre exemple, chercheur à l'IDIAP, ça consiste par exemple à utiliser des moyens d'analyse de chiffres. Enfin, on analyse toutes sortes de signaux pour essayer typiquement d'améliorer le mouvement des robots avec l'intelligence artificielle ou la reconnaissance d'images ou la compréhension des médias typiquement. Alors, si une image, elle donne un signe, genre l'ambiance est positive, l'ambiance est négative, ça c'est varié. Neurodégénérative, c'est des maladies dans lesquelles les neurones meurent progressivement. Et donc, des bons exemples, c'est Parkinson, Alzheimer. Et moi, la maladie qui m'intéresse en particulier, c'est la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie dans laquelle les neurones moteurs, ces neurones qui sont responsables des mouvements, meurent progressivement à partir de entre 40 et 50 ans. Vous avez un début de maladie. Et les personnes en général qui sont atteintes de cette maladie décèdent dans les 5 ans des suites d'un arrêt des fonctions respiratoires parce qu'en fait elles n'arrivent plus à respirer en fait. Donc c'est une maladie à la fois extrêmement tragique parce que on est progressivement en fait paralysé et enfermé dans son corps et on n'a aucun traitement. Il y a juste un traitement qui existe aujourd'hui qui prolonge de quelque chose comme 6 mois la durée de vie, donc c'est ridicule finalement. Et elle survient chez des personnes relativement jeunes. Et on n'a aucun moyen pour le moment de l'arrêter. On sait à peine comment elle démarre. En fait, on n'a pas connaissance du tout des origines en fait de la maladie. Moi, vraiment mon obsession, c'est de trouver les mécanismes qui démarrent dans cette maladie. Il faut se penser que à l'opposé du cancer ou peut-être d'autres maladies plus classiques où on a accès assez rapidement au tissu, mettons que vous avez une tumeur qui se développe sur votre peau ou dans le sein, je ne dis pas que c'est drôle, mais dans le sens où le clinicien peut aller chercher cette tumeur, ensuite l'analyser, ensuite essayer de comprendre chez le patient comment ça se développe, peut-être même aller essayer de voir s'il y a d'autres restes de tumeurs. Dans le cas des maladies neurodégénératives, on parle du tissu neurologique, on ne peut pas faire des biopsies, on ne peut pas prendre tous les gens qui ont un Parkinson puis leur dire on va aller vous prendre des petits bouts de cerveau pour essayer de les comprendre. Donc on a en fait un petit souci dans ce qui concerne la reconstruction des origines de la maladie. Et moi je travaille avec Londres, un institut au Francis Crick Institute où un médecin avec qui je collabore a développé une technique qui consiste à prendre des cellules de peau chez les patients, donc une petite biopsie de peau, c'est facile à faire. Il les prend, il transforme ces cellules en cellules souches. Cellules souches, c'est une cellule qui peut venir tout et n'importe quoi dans votre corps. Et ensuite il les différencie progressivement en neurones moteurs. Puis alors en fait, on a dans des petites boîtes de pétri des cultures de cellules qui viennent soit de patients sains, alors patients sains, c'est un peu des personnes saines, on va dire, des donneurs sains qui ont d'autres formes de maladies, style cardiaque ou autre, et j'ai des cellules qui proviennent de patients ALS, SLA en français. J'inverse les termes anglais-français. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut suivre dans des boîtes de pétri le développement de ces maladies. Même si on a ces outils-là, on ne sait en tout cas pas exactement ce qui surgit le plus tôt possible, mais avec cet outil-là, on a pu essayer déjà d'identifier des petits processus qui dysfonctionnent assez tôt dans ces cultures. C'est un métier extrêmement désespérant, ouais. Non, on a rarement un succès, un gros succès, on en a rarement parce que c'est assez drôle. On voit souvent dans les journaux, tout d'un coup, Nature Paper, ça c'est un labo où c'est toute une série de labos qui se sont mis ensemble. Puis alors les médias vont peut-être mettre l'accent sur le labo de Lausanne, de l'EPFL, ceci, mais en fait, en général, ils font partie d'un gros groupe. Moi-même, je ne fais pas partie, il n'y a pas le labo de Raphaëlle Luisier à Martigny, il y a le labo de Raphaëlle Luisier qui est avec le labo de Londres, mais finalement, on utilise aussi des données qui viennent de consortiums internationaux. Donc non, on a très rarement des grosses percées, mais encore de manière plus ironique, durant mon postdoc à Londres, on a fait une trouvaille importante, qui était vraiment importante, mais sur le moment, on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'en fait, c'est au vu de... Enfin,
c'est une trouvaille, c'est quelque chose de différent, mais on a toujours cette petite peur que notre trouvaille, en fait, c'était les mesures qui étaient fausses, ou le modèle mal compris, ou quelque chose qui avait dysfonctionné. Puis c'est en fait le fait que d'autres vont valider nos découvertes, et puis que d'autres vont faire des découvertes qui se basent sur notre découverte. Alors là, c'est trop super, mais ce sera 5 ans plus tard, où on va se rendre compte que, en fait, on n'était pas à côté de la plaque. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Je ne dis pas que c'est universel, hein. Mais en tout cas, dans mon cas de figure, je travaille quand même dans un domaine qu'on appelle la recherche fondamentale. Donc, c'est vraiment les processus fondamentaux où on a rarement on and off. Ce ne sera pas oui, c'est bon, vous avez atteint le but et là, c'est fini. Par contre, il y a des problèmes plus fermés. Et j'aime bien demander à mes étudiants s'ils préfèrent les problèmes ouverts ou fermés. Dans un problème fermé, c'est on va optimiser cet algorithme afin qu'il identifie les compartiments de ces cellules. C'est fermé, voilà, on a fini, on a publié, et puis là, on a réussi. Mais c'est beaucoup moins excitant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on nage en fait dans l'inconnu un peu, puis on explore avec des outils. Puis il faut se dire aujourd'hui qu'on a des ordinateurs ultra puissants, des algorithmes ultra puissants, et puis des données des données en masse. Il faut se dire qu'avant, peut-être dans les années 20, quand ils étudiaient une maladie, ils avaient 1 ou 2 mesures. Quand on a commencé à comprendre comment les maladies cardiovasculaires elles se développaient, on prenait votre tension. Puis petit à petit, on a commencé à mesurer le cholestérol. Donc c'était 1, 2 mesures. Moi, j'ai dans mes mains 20 000 gènes qui eux-mêmes ont quelque chose comme 10 conformations différentes. Donc 20 000 fois 10, vous imaginez le nombre de paramètres qui me permettent de faire ce qu'on appelle de la modélisation. Donc on fouille. Mon métier, c'est de fouiller les données. C'est jamais l'effet. On me demande souvent, oui, mais alors c'est génétique ou c'est pas génétique? Il y a pratiquement. Enfin, je dis pas parce qu'en fait, il y en a des maladies fondamentalement génétiques. Mais dans ces maladies neurodégénératives, rien que quand on regarde la variance dans le moment où elle se développe, ce n'est pas une maladie on ou off, ce sera une maladie en interaction avec son environnement. Vous naissez avec un background génétique, et puis selon ce à quoi vous allez être exposé, certains gènes vont vous créer des sortes de faiblesses dans certains systèmes. D'ailleurs, c'est une maladie dans laquelle les grands sportifs vont avoir une plus grande faiblesse parce qu'ils auront mis tellement à contribution leur motoneurone durant toute leur vie qu'ils auront exposé leurs neurones à plus de stress oxydatif, et puis peut-être les petits gènes, on ne les connaît pas encore en fait, mais je ne sais pas, peut-être 10, 20, 30 gènes responsables vont de manière additive contribuer au développement de ces maladies. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans mon métier, c'est qu'on passe d'un domaine très abstrait du mathématique, on met des équations, ça peut... Pour la plupart des gens, quand ils étudient les maths, ils disent que ça ne sert à rien finalement, à part la règle de 3 qui vous permet de résoudre des problèmes simples du quotidien. Moi, je travaille avec des algorithmes qui ont été développés dans un monde très abstrait. Et quand je prends des données très concrètes et que je les mets dans ces algorithmes-là, ça me permet de toucher au réel. Donc un bon chercheur, selon le type de question, je vais parler en recherche fondamentale, parce que en fait, c'est pas forcément les mêmes. Mais moi, un bon chercheur, c'est quelqu'un qui a suffisamment de connaissances, mais pas trop quand même, pour rester dans cet état d'esprit un peu enfantin, qui fait qu'il garde une excitation permanente dans le domaine dans lequel il est, une passion, et puis une ouverture d'esprit pour être prêt à recevoir en pleine figure une non-évidence comme une évidence. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Puis après, il y a tout l'aspect, il faut être logique, il faut être quand même logique, j'imagine, sinon c'est un peu nul. Et puis avoir suffisamment de connaissances quand même techniques dans le domaine. Mais cet aspect vraiment de naïveté peut permettre de grandes découvertes. Je ne pense pas que je suis devenue, je pense qu'on a un peu ce profil-là. Il y a quelque chose qui a été caractéristique dans ma carrière, c'est que je ne me définissais pas du tout comme chercheuse. Mais je me rappelle que dès le premier travail que j'avais fait à l'EPFL, donc on est une école d'ingénieurs, on fait un travail d'ingénieur, donc c'était un problème assez fermé. Il fallait résoudre, je ne sais plus, faire des bas pour ces personnes qui ont les jambes qui gonflent. Mais c'est une manière d'approcher le problème. Moi, ma passion à ce moment-là, ça a été de télécharger toute la littérature en revue, toutes les méthodes possibles et imaginables pour créer Enfin, c'était la combinaison de toutes ces choses, puis ça m'a passionnée. Et je me suis même pas rendu compte que mon attitude, elle était différente de celle de mon voisin, parce que pour moi, c'était naturel. La passion, ça a été d'aller chercher des choses, quels sont les états de la connaissance maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et puis, petit à petit, à chaque fois que j'avais une expérience dans les laboratoires, c'était la même, mais encore plus puissante. Mais je pensais pas finir en chercheuse. Moi, je pensais finir en ingénieur, travailler dans une entreprise pour résoudre...
Et chaque fois que je postulais, on me disait, bah, parle-moi de ton profil. Alors moi, ce que j'adore, c'est, on me donne un problème, puis là, je creuse, je cherche les solutions les plus là. Et puis à chaque fois, on me regardait d'un air désespéré, genre, mais vous ne fitez pas, madame. Et chez Novartis, quand j'avais postulé pour un poste normal, après mon master, alors je le redis, à moi, ma passion, je pensais que c'était une qualité, tu vois. Fondamentalement, j'adore être libre de chercher les réponses à des problèmes grandioses. Je suis un peu une idéaliste en plus. Et puis, il m'avait rappelé 2 semaines plus tard pour m'expliquer que gentiment que je ne fitais pas avec leur profil, mais que volontiers si je voulais venir faire un doctorat. Et j'étais rentrée à la maison désespérée. Timothée, je ne trouverai jamais de boulot. Ils veulent tous que je fasse un doctorat. Et il m'a dit, bah, fais-le ton doctorat. Alors j'ai fait un doctorat. Puis après, j'ai fait un postdoc. Puis après, je suis devenue chercheuse indépendante à l'EDIAP.